Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Isaac est un homme de 33 ans, hétérosexuel, papa d'une petite fille de 2 ans et célibataire. Nous nous sommes rencontrés au lycée, en seconde, et sans avoir réellement été en contact depuis, nous avons gardé de loin un œil l'un sur l'autre, comme on peut le faire aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Je peux dire sans mentir qu'il est de loin l'une de mes plus belles rencontres du lycée, car il a été, le temps où nous avons été proches, un véritable ami. Quelqu'un avec qui il a toujours été facile de partager et d'être soi-même. 18 ans plus tard, nous nous retrouvons pour discuter de sa vie sexuelle, et de masculinité, évidemment. Je vais commencer par la question rituelle. On se vouvoie ou on se tutoie ? On se tutoie. On se connaît depuis suffisamment longtemps. Oui, c'est vrai, mais on n'est plus habitués du coup. Alors on va entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois ? Oui. Et en fait, j'ai toujours eu du mal à mettre précisément l'étiquette première fois sur l'événement. C'est-à-dire que j'ai eu 2 premières fois et il m'a fallu longtemps avant de me dire que non, la première c'était vraiment une première fois. Je m'explique un peu. La toute première se passait avec ma première petite amie et... Alors tu avais quel âge ? J'avais 19 ans, presque 20. C'était très doux, très tendre, mais elle avait un espèce de blocage sur la pénétration. Donc je lui dois vraiment beaucoup, puisque c'est un peu elle qui a forgé ma manière d'envisager la sexualité. Il y en a eu d'autres derrière, mais elle a vraiment posé des très bonnes bases. Et en fait, comme il n'y avait pas eu d'acte de pénétration, longtemps, on m'a fait comprendre que c'était pas vraiment une première, quoi. Et donc, la deuxième est arrivée 2 ans après. C'était bien, c'était pas inoubliable, mais c'était bien. Mais j'ai toujours eu ce doute, savoir lequel était l'élément fondateur. Et au final, la réflexion a fait son chemin. Et notamment, maintenant, on commence à un peu séparer les choses et à considérer les actes de caresse, de cunnilingus comme autre chose que des simples préliminaires et des actes sexuels à part entière. Et oui, c'était celle-là, ma première. Alors on va parler de cette première fois. Est-ce que ça a été planifié ? Vous étiez ensemble depuis combien de temps ? Alors c'était une relation à distance. C'était planifié, oui, puisque elle est venue habiter chez moi une semaine. Pendant les vacances ? Pendant ses vacances à elle. On dormait dans le même lit tous les soirs pendant une semaine. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es retrouvé nu ? Est-ce que tu t'es retrouvé nu ? Oui. Rien de particulier. T'étais préparé psychologiquement ? Il y avait des choses qui t'angoissaient ? C'était très nouveau. Et puis il y avait une parole moins libre, je trouve, à l'époque, qu'on peut l'avoir maintenant sur la sexualité en général. C'est-à-dire que, oui, forcément, la technique, l'acte mécanique, ça faisait aucun doute. Par contre, c'était le flou autour de, est-ce qu'on va trop vite, pas assez vite bêtement, comment on s'y prend ? Quand on l'a jamais fait, on peut pas tellement le deviner. Alors, elle avait plus d'expérience que moi, même si elle était plus jeune, et en fait, elle m'a guidé. Et c'est la meilleure chose à faire. C'était pas sa première fois ? Clairement, non. Je sais pas tellement combien de copains elle a eu avant, à vrai dire, je m'en manque un peu. Mais elle était plus dégourdie, clairement, et un peu directive, et franchement, ça m'a fait du bien, parce que je savais pas tellement où me mettre. Tu penses que t'étais pas prêt au niveau de la théorie ? À 19 ans, t'avais pas fait le tour ou entendu des conversations ou avoir lu des magazines ? C'est vrai que c'est un truc de fille, ça. Avant la première fois, on lit 3000 magazines et on se fait des idées préconçues sur des choses. Non, t'as pas le sentiment... En fait, j'avais surtout peur d'aller trop vite. C'était un peu l'idée que j'avais dans la tête. C'est un peu le cliché qu'il y a dans les films où le mec veut absolument du sexe tout de suite. Jouir trop vite ou... Non, que d'aller tout de suite au sexe et de négliger les préliminaires, comme ça a été un sujet de sketch pendant des années, de divers humoristes, de divers films, voilà. Mais j'avais pas l'idée de la mesure, de combien de temps on pouvait prendre. T'avais besoin de données, quoi. Ouais, je savais juste pas dans quel ordre faire les choses et à quel rythme. Et puis quand on l'a jamais fait, on est un peu décontenancé, on sait pas. Voilà, je suis pas quelqu'un qui improvise et donc voilà, c'est elle qui a pris les choses en main et c'est très bien. Tu peux m'en dire un peu plus ? Comment ça s'est passé du coup ? Elle est arrivée, elle s'est installée chez toi, vous avez attendu un peu ou quelques jours par exemple ? C'est un peu loin comme souvenir. Je pense que ça s'est fait dès le premier soir.
Puis voilà, on s'est couché dans le même lit, et puis on s'est embrassé, on s'est caressé. Il y a eu du sexe oral, du coup? Oui, pas tellement, de mémoire. Mais elle t'avait prévenu avant qu'il y aurait pas de possibilité de pénétration, Oui. ou tu t'en es rendu compte sur le coup? Non, c'était clair. Elle avait mis les choses au clair dès le début. J'ai pas tellement su pourquoi, et en fait, je lui ai pas posé la question. Donc, puis c'est un peu son affaire à elle. Donc oui, on est resté à des jeux de main et. Est-ce que t'as eu peur? Non, j'étais avec quelqu'un en qui j'avais confiance et dont j'étais très amoureux. La seule peur que j'avais, c'était de mal m'y prendre et éventuellement de lui faire mal. Donc, j'avais pas peur de le faire parce que je savais que ça se passerait bien avec la bonne personne. Donc du coup, t'avais pas beaucoup de données, t'avais pas pu forcément te préparer. À quoi tu pensais? Est-ce que tu pensais justement à ça, à la pression que tu te mettais sur il faut faire ça, ou est-ce que t'étais vraiment dans l'instant et dans le sentiment? Ah, pendant? Ouais. J'en profitais. J'ai vraiment un rapport très particulier avec l'érotisme en tant qu'esthétique. Et en fait, avoir les courbes sous les doigts, et c'était une fin en soi. C'était déjà un super câlin, et non, c'était déjà suffisant. T'as le souvenir d'avoir pris du plaisir? Oui, cérébral. D'accord. Mais Pas jusqu'à l'orgasme, du coup? non, on aura l'occasion d'évoquer le sujet plus tard, mais c'est toujours un problème. C'est un des grands paradoxes de ma vie sexuelle. On entend souvent le cliché du mec qui pense qu'à sa jouissance et qui laisse un peu la fille sur le bas-côté. Ben moi, c'est le contraire. Ma jouissance, j'ai du mal à l'apprivoiser moi. La première fois que j'ai eu un véritable orgasme, c'était pas moi qui l'a produit. Et en fait, je trouve ça tellement plus intéressant de s'occuper d'elle que au final, c'est pas grave, c'est pas important. Mais t'avais éjaculé ou pas du tout? Non, je crois pas. J'en ai pas le souvenir en tout cas. Est-ce que tu t'es senti différent après? Est-ce que ça a changé quelque chose entre vous? Oui, on avait envie de se revoir et de recommencer. Après, ça a été une relation assez courte. Ça a pas forcément changé les choses sur le long terme, puisque la relation à distance n'aidant pas, ça s'est pas très très bien terminé. En gros, elle en a trouvé un autre et elle me l'avait pas dit tout de suite, et elle m'a largué un peu sèchement, sans que je le voie venir et sans me dire la raison qu'il y avait derrière. Elle voulait tout simplement pas avoir deux mecs en même temps, et donc elle préférait couper les ponts avant. Donc c'est tout à son honneur. Par contre, elle aurait pu me le dire, parce que autant ça a été dur à encaisser, autant quand j'ai appris que c'était pour un autre, là j'étais dévasté, quoi. Un souvenir douloureux, cette histoire. Oui. Et en même temps, j'ai beaucoup de gratitude pour cette fille, et puis toujours beaucoup d'admiration, parce que c'est une fille brillante et cultivée, et j'aime beaucoup ce type de personne. Et puis surtout, elle a posé des bases très intéressantes dans ma sexualité qui ont beaucoup plu aux suivantes. On la remercie. Donc voilà. Est-ce que t'as le sentiment que ça a changé quelque chose même dans ton rapport au corps? Est-ce que même toi après, donc tu t'es retrouvé célibataire assez vite a priori, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton rapport à l'érotisme, à la masturbation, à vraiment ta vie sexuelle propre? Pas vraiment, plus à mon imaginaire. Souvent, quand t'as quelqu'un qui rentre dans ta vie, tu partages des choses culturellement, des références que t'avais pas forcément. Et elle a fait rentrer un certain imaginaire dans mon cadre culturel, on va dire. Tu peux me raconter ce que c'est? Par exemple, j'adore l'esthétique gothique. Quand je disais que je suis un peu esthète sur les bords, c'est exactement ça. Il y a vraiment, je prends un plaisir intellectuel du coup alors ça va au-delà du gothique, mais des beaux costumes, des belles robes, des corsets, de la lingerie, et donc elle a enrichi clairement mon univers visuel. Est-ce que tu peux me parler de cette fameuse autre première fois? Alors c'était 2 ans après, et c'était aussi une relation très courte, encore plus courte que la première. Et en fait, il y a eu 2 essais. Et le premier, c'est pas terriblement bien passé, parce que j'ai eu une panne. Je sais pas si j'avais la pression ou quoi, je me souviens pas. Ou est-ce qu'on a fait durer les préliminaires trop longtemps, j'en sais rien. C'était assez bizarre puisqu'elle aimait pas être caressée, elle voulait pas que je lui fasse de cunnilingus. J'étais un petit peu surpris. C'est assez rare. Et en fait, la deuxième fois, c'est vraiment bien passé. La relation marchait pas très fort. On n'arrivait pas à communiquer, en fait. T'étais pas amoureux? C'est difficile à dire. Elle me plaisait beaucoup, oui. C'était une amie un peu plus qu'une amie. J'étais pas fou amoureux au point de la première. Tu penses que ça a pu jouer sur cette histoire d'érection, par exemple?
Pas forcément. Je pense qu'on a trop pris notre temps et que ça c'est, ou je sais pas, j'étais fatigué, j'en sais rien. C'est tout à fait possible. Il y a des milliers de raisons. Du coup, tu l'as considéré comme une vraie première fois pendant longtemps? Oui. Basé sur des discussions avec des potes ou ce que tu avais pu lire? Oui, et puis des discussions avec d'autres gens, avec d'autres amantes qui avaient peut-être un avis un peu plus tranché sur la question, que s'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de première fois. C'est un peu triste. Mais pénétration de pénis dans vagin, il y a plein d'autres sortes de faire de la pénétration en réalité, oui. En l'occurrence digitale. Donc Oui. c'est vrai que voilà, on a tendance à fermer ça à la pénétration de pénis dans vagin, mais il y a beaucoup d'autres choses. Est-ce que avant cette première fois, avec cette première amante, qui était donc une fois non strictement pénétrative, comme on peut l'imaginer, est-ce que tu avais une vision du rapport sexuel, de la définition du rapport sexuel que tu penses que tu définirais comme classique, masculine de base, et que tu t'étais mis en tête qu'il y avait un petit peu de préliminaire, et puis après une pénétration, et après une éjaculation masculine, et après on avait fini. Est-ce que c'était ça ta vision avant d'essayer? C'est un peu le schéma qu'on voit partout, en fait. Donc c'est difficile de passer à côté. Il faut vraiment le vivre, et puis faire les bonnes rencontres, les bonnes personnes qui ont une vision de la sexualité autre, pour ouvrir, et puis il faut avoir surtout la curiosité de vouloir ouvrir des portes. Tu penses que c'est une force pour toi d'avoir eu cette rencontre et ce type de rapport pour commencer? Oui, clairement. Ça a pas tout changé, parce que ça m'a toujours plu. Ça m'a toujours excité de voir l'autre prendre du plaisir. Et en fait, c'est devenu un moyen presque infaillible de parvenir à ça. Donc très bien. C'était la bonne rencontre. On va faire un petit jeu basé sur le jeu à boire Je n'ai jamais. Tu sais, cette espèce de jeu où quelqu'un dit je n'ai jamais quelque chose, et les gens qui l'ont vraiment fait se mettent à boire. Donc nous, on va le faire sagement. Mais du coup, je t'invite à réagir à mes affirmations, soit en me disant que tu ne les as jamais faites, ou faites, et c'est encore mieux, c'était une anecdote, évidemment. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Oui. Ça te rappelle les souvenirs? Ça avait l'air d'être un peu le dernier tabou dans la sexualité de couple. C'est un peu le dernier mur à abattre. T'entends ça un peu partout. Et en fait, ça m'a pas plu plus que ça. Et elle non plus. Donc en fait, on n'a pas vraiment recommencé parce que c'était pas concluant. Alors je vais rebondir sur une question qui n'est pas dans ma liste mais qui m'intéresse. Est-ce que tu as déjà été sodomisé? Non. Non, tu y as déjà pensé? Oui. Enfin, je pense clairement que c'est une piste à explorer. C'est juste que j'ai pas eu l'occasion. J'ai déjà essayé avec des jouets et ça a pas donné grand chose. Donc je m'y prends peut-être très mal. Mais c'est à retenter, je pense. Parce que quand on voit les témoignages des gens qui l'ont essayé, ça a l'air vraiment des gens bien. qui sont des hommes en l'occurrence, et qui ont une prostate et donc un orgasme prostatique potentiel. C'est ça. Et il y a des lignes, des marques de sextoys qui se spécialisent là-dedans. Clairement, je pense que c'est une bonne chose à explorer. Ça peut faire bouger aussi les mentalités. Parce que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas le droit. J'aime beaucoup cette idée, je suis totalement d'accord, et évidemment. C'est pas parce qu'on est un homme hétérosexuel qu'on n'a pas le droit. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Soucis, non. Des trucs qui marchent pas, oui. T'as des problèmes de piles, ce genre de choses? J'avais commandé, pour ma copine de l'époque, j'avais commandé un vibromasseur un petit peu haut de gamme. Un Gali vibrant, exactement. Et en fait, parce que j'avais passé un certain seuil de commande, il y avait des trucs en plus avec. Et en fait, c'était vraiment du sextoy à 2 € et c'était vraiment très nul. Heureusement, le Gali vibrant a marché très bien et ça, au moins, c'était un bon investissement. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. À quelque chose qui n'a rien à voir avec le sexe. Ah oui, je pense. Il y a des moments où on n'est pas inspiré. Et l'esprit part tout seul et bat la campagne. Il y a des choses qui te reviennent en tête ou pas du tout? Non, mais effectivement, c'est pas exceptionnel à chaque fois. Donc il y a des moments où
L'esprit se met en grève et il va ailleurs. Et c'est marrant que tu dis ça parce que souvent on dit c'est les femmes qui pensent toujours à autre chose parce qu'elles pensent à autre chose dans la vie en général. Et on dit souvent que les hommes, ils ont tellement de plaisir et kiffent tellement le moment qu'ils sont focus sur le truc. Et focus en l'occurrence sur leur pénis principalement. On dit peu que les hommes peuvent ne pas être dedans. Oui, ne pas être dedans, c'est... Merci de me reprendre. Alors souvent, ça m'arrive d'être complètement focalisé, mais pas sur mon plaisir à moi, parce que objectivement, ça marche pas fort. Donc plutôt de voir comment elle réagit, qu'est-ce que je peux faire de mieux, est-ce qu'il faut faire varier le rythme, l'angle. Mais c'est une concentration, c'est pas une contrainte. Ah non, je le vis pas comme une contrainte parce que ça m'éclate, vraiment. Et puis c'est d'autant plus plaisant quand on voit le résultat au bout. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre pendant le sexe. Oui. Alors quelqu'un, une célébrité ou quelqu'un que tu connaissais? Alors c'est un peu particulier. C'est quand on s'occupe de moi, ça marche pas tout seul. Donc pour arriver à l'orgasme, il faut utiliser tous les moyens possibles. Et donc la stimulation en pensée, il faut l'utiliser et à fond, parce que sinon ça marche pas. Donc tu es en train de me dire que pendant la fellation, pour jouir, tu penses à Scarlett Johansson, c'est un peu... C'est un peu l'idée. Pas fellation, parce que d'expérience, ça n'a pas marché beaucoup. Ça a marché vraiment avec 2 partenaires sur 6. Et ouais, un coup sur 2, je ressens rien. Du coup, c'est quelque chose que tu partages avec tes partenaires, c'est une discussion que vous avez où vous vous stimulez intellectuellement pendant le rapport, parce que c'est tout à fait possible, ou alors c'est toi dans ta tête, t'es obligé de te concentrer, de te faire un film et de dérouler ce film. Alors ça dépend avec qui, ça dépend surtout de quel est l'état de la relation. En fait, j'ai une vraie relation longue et que des relations courtes à côté. Donc pendant une relation courte, on a moins l'occasion de parler de choses plus sérieuses, c'est le genre de choses qui viennent avec l'habitude, avec le fait de se connaître. Mais oui, pendant ma relation longue, oui, on en a parlé et on avait tous les deux des idées assez ouvertes sur le sujet et sur la sexualité en général. Donc ça posait pas de problème. De penser à quelqu'un d'autre, ouais. Ou de se faire un film, ou tout ce qui pouvait aider. En fait, au bout du compte, elle avait quand même une certaine frustration de voir que, pour moi, ça marchait jamais. Enfin, jamais. Pas souvent. Et elle voulait juste me rendre l'appareil, puisque c'était souvent moi qui m'occupais d'elle. Donc voilà, elle voulait rendre les choses. Alors, c'était beaucoup de boulot, et c'était au final une grande satisfaction pour elle, et puis ça marchait bien pour moi. Donc, très bien. Donc on valorise la complicité dans le couple et dans le rapport. Et oui, quand il y a quelque chose qui bloque, faut pas rester avec. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Non, je crois pas. Jamais au travail, à la fac. Non, j'ai besoin d'une ambiance, j'ai besoin de me sentir seul, déjà. C'est d'une banalité, c'est dans ma chambre, dans la salle de bain, quoi. C'est... Ah mais c'est pas grave. Enfin, c'est non, très bien, mais c'est pas très original. Dans la première partie, on a parlé d'une relation longue. Ça a duré combien de temps ? 7 ans. Et comment ça a commencé ? Alors, c'était une très bonne amie. Donc, on se connaissait depuis 4 ans. Avec qui il a failli se passer quelque chose au début, mais ça est tombé à l'eau. Mais on était restés en très bons termes et très complices. Il y avait une ambiguïté entre nous. Une certaine forme de séduction ? Oui, mais jamais concrétisée parce qu'elle était avec quelqu'un d'autre. Et à un moment, cette relation s'est terminée. Et on s'est revus, puisqu'elle a essayé de recontacter un peu des gens qui étaient hors de son cercle commun, avec son ex. Et donc, c'est comme si on s'était pas quittés. Ça s'est très bien passé. Et un jour, elle m'a invité chez elle et on a levé l'ambiguïté. Est-ce que c'est toi qui as levé l'ambiguïté ou est-ce que c'est elle ? C'est moi, mais clairement, elle m'avait invité pour ça. T'as senti qu'il y avait une ouverture ? Ouais. Et j'avais un peu pris confiance. Je suis quand même quelqu'un d'assez timide. Et je le sentais bien. Et effectivement, donc on a passé 2-3 jours ensemble. C'était un week-end long, donc 3. Enfermé dans l'appartement ? Ouais, on n'est pas beaucoup sortis. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'elle savait... Est-ce que vous aviez parlé de sexualité avant, genre pour vous titiller un peu et que du coup elle te connaissait sur ce plan ? Ou ou toi tu la connaissais ? Ou est-ce que c'était genre découverte de zéro ? On s'était raconté nos histoires. J'en ai appris plus après, puisqu'il y a des choses qui étaient un peu douloureuses de son côté et dont elle parlait pas à ses amis. Mais j'en savais pas mal sur sa sexualité.
comme un très bon ami. J'ai vraiment été son confident pendant quelques années, donc oui, on a pas mal parlé. Tu connaissais un peu ses goûts, tu savais vers où aller du coup? Pas vraiment ses goûts, je savais qu'elle était bisexuelle, je savais quel était son type de femme. Et en fait, on a toujours une relation très tactile, très câline. Donc ça s'est fait assez naturellement. Au final, elle avait surtout, la première fois que je l'ai revue après cette rupture, c'était un peu frais, et donc elle était vraiment sur la défensive, elle voulait pas repartir sur quelque chose tout de suite. Elle avait juste besoin de tendresse et de câlin. Et donc, et c'est quand on s'est revus plus tard, où là, le fameux week-end où on a passé quasiment 3 jours enfermés, elle était un peu passée au-delà, et elle était pas prête pour repartir pour une relation, mais prête pour reprendre un amant. Est-ce que la question là de la pénétration s'est posée tout de suite? Est-ce que t'es resté clair sur tes goûts, tes préférences Je l'ai pas proposé en fait. Je voyais bien qu'elle était un peu, pas craintive, mais un peu sur la réserve. Et clairement, elle avait un peu peur que ça se passe mal, parce que avec son précédent, ça s'était pas très bien passé en termes de sexualité. Ça marchait bien pour lui, elle avait pas tellement voix au chapitre, et il a fallu plusieurs années avant qu'il se décide de s'occuper d'elle et de sa jouissance à elle. à travers le cunilingus ouais. ou Et pour elle, il y avait que ça qui marchait dans son esprit. Et en fait, j'avais pas tellement au tout début de nos ébats, je sais pas comment c'est venu, mais j'ai dû lui dire que c'était pas si important que ça, et ça l'a détendu tout de suite, et c'était tout de suite plus simple. Et on a pris beaucoup de plaisir tous les deux, et je crois que la première pénétration a eu lieu le 3e jour. Donc c'était clairement pas une priorité, c'était juste que sur le moment, ça se passait bien, donc elle avait envie d'essayer. D'accord. Mais sinon, ça l'a étonné, cette approche? Ça l'a étonné, et c'était pas la première à être étonnée par cette approche-là. Après, moi, j'envisage pas le sexe autrement, donc je comprends pas ce qu'il y a de si incroyable. Alors elle, c'est ta relation longue. Avant, il y avait eu quelques petites histoires courtes, voire très courtes, comme tu me l'as dit. Est-ce que t'as senti une différence dans toi, ton approche? Tu savais pas que ça allait être une relation longue, évidemment, mais je pense que t'avais quand même quelque chose qui disait que voilà, vous alliez prendre quand même un peu le temps et que ça allait peut-être potentiellement un peu durer quand même. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton approche, par exemple? Est-ce que c'est plus facile pour toi de faire ce que t'aimes vraiment J'avais plus confiance, et je savais que comme je le faisais, ça marchait quand même assez souvent. Et donc j'avais juste envie de prendre le temps avec elle. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Donc je savais pas où ça allait aller, mais ça m'allait de lui faire ce cadeau-là, qu'elle sortait vraiment d'une période où elle en avait beaucoup bavé, enfin sentimentalement parlant, et qu'elle avait besoin d'air. Et quitte à être son amant pendant juste 2 mois, ça m'aurait satisfait, parce que c'était ce dont elle avait besoin là, à ce moment-là. Alors c'est pas ce qui s'est passé, parce que vous êtes restés ensemble des années. Oui. Est-ce que votre sexualité commune a évolué? Oui, clairement, on a expérimenté un peu. On a débloqué des choses. De ton côté, de son côté? Des deux. Par exemple, j'avais un petit peu lâché l'idée de l'orgasme par pénétration. J'avais fini par me dire que c'était un peu un mythe, parce que au final, c'est tellement plus facile de le faire autrement. Et ça s'est débloqué un jour, c'est venu, et on n'a pas tellement compris pourquoi. On essaie de reproduire l'expérience, et au final, on a réussi à comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, que c'était un travail à deux, qu'il y avait vraiment de la posture à faire de chaque côté, et au final, ça, voilà, pareil, c'est un exemple de choses qu'on a un peu débloquées, sur lesquelles on a avancé, et ça a enrichi. Alors j'ai une question un peu entre parenthèses, mais quand t'es tout seul, tu as toujours un orgasme ou pas forcément? Non, c'est plutôt jamais en fait. Ça arrive vraiment très rarement, et comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de boulot. Vraiment. Donc faut que t'aies du temps devant toi, quoi. Faut que j'ai du temps, ouais. C'est pas automatique, c'est-à-dire que l'éjaculation mécanique, oui, elle arrive. Ça, y a aucun problème. Mais la montée de plaisir, vraiment, elle est rare. Et
Et bon, c'est frustrant, mais en même temps, je m'y suis habitué. Mais ça veut dire que même en amont, tu vas pas te lancer dans une masturbation si tu sais que tu t'es pas dans le mood, tu vas pas y arriver, ou t'as pas assez le temps, quoi. Genre, en Non, gros, des fois, c'est juste que tu te sens bien après, même si t'as pas eu ce pic de plaisir, tu sais que derrière, tu vas être un peu plus détendu. Ça te soulage quand même. Ouais, oui, clairement, ça relâche une tension, ça peut aider à mieux dormir. Je me l'interdis pas, clairement pas, parce que j'aurai pas la récompense au bout. Enfin, tu sais que t'as une forme de récompense quand même. Voilà, ça fonctionne, mécaniquement, ça fonctionne. Après, l'intensité est pas là. Est-ce que t'as vu un médecin pour ça? Est-ce que tu t'es dit à un moment, il y a un truc, peut-être c'est pas normal ou quoi, et du coup je vais voir un médecin? Ou est-ce qu'au contraire, votre vie sexuelle était tellement épanouissante pour l'un comme pour l'autre, avec vos propres problématiques, que du coup, non, tu t'es jamais dit... Non, on avait évoqué le sujet, puis au final, ça avait rien d'une urgence, et ça avait rien de quelque chose de vital, donc au final, on n'a pas donné suite. Bah je t'avoue, ça n'a pas l'air, hein. Mais c'est vrai que comme on impose tellement de choses aux hommes aussi pour la sexualité, on peut vite se dire je suis pas comme les autres, alors qu'il n'y a pas en vrai de majorité. Après, je me sens clairement en minorité. En fait, je t'avoue que quand on trouve un peu des hommes hétérosexuels pour parler de leur sexualité, on se rend compte qu'en fait, tous ne kiffent pas la fellation, qu'il y en a beaucoup qui font pas la différence entre éjaculation et orgasme, et qui peut-être n'ont jamais connu l'orgasme et qui ne le savent pas. Donc je suis pas sûre que tu sois une minorité en réalité. C'est possible. C'est un sujet à part entière, l'orgasme féminin comme masculin. C'est que je sais plus qui avait dit que la seule manière de savoir si on en a eu un, c'est d'en avoir eu un. C'est-à-dire que c'est tellement intense, c'est tellement une déferlante qu'emporte tout, et pendant 2 secondes, tu sais plus où t'es, que quand ça t'est arrivé, tu peux pas en douter. Alors que avoir du plaisir, c'est encore autre chose. C'est une marche vers l'orgasme, mais ça reste une étape. Et tu le sens. Que c'est pas le truc au-dessus, quoi. Et clairement, des orgasmes dans ma vie, j'en ai eu. J'en ai pas eu beaucoup, clairement. Mais quand je les ai eus, il y avait aucun doute. Vous êtes devenus parents ensemble il y a 2 ans. Qu'est-ce qui a changé sexuellement pour vous et pour toi aussi? Comment ça s'est passé en fait? Comment ça s'est passé toute cette phase donc de grossesse qui peut être qui peut changer beaucoup de choses dans le couple, et puis même l'après? Alors la grossesse, ça a pas changé tellement. Au contraire. C'était assez stimulant pour les deux. Donc je me souviens qu'on a beaucoup fait l'amour pendant la grossesse. Et c'était très bien. Après, c'est plus les contingences d'avoir un enfant en bas âge et de pas beaucoup dormir. Et là, la vie quotidienne reprend le dessus quand l'un puis l'autre reprennent le boulot. On a beaucoup moins de temps l'un pour l'autre, et forcément là, le désir est moins là, surtout qu'on avait des boulots tous les deux assez prenants. Le désir s'est étiolé clairement à partir de ce moment-là, parce qu'on n'a pas su réorganiser un peu notre vie autour de nous, et c'était compliqué de faire tout rentrer dans les cases. Mais pour toi aussi, du coup. Oui. Parce qu'on parle beaucoup des femmes qui ont moins de désir après l'accouchement, ce qui n'est pas complètement étonnant non plus en réalité, mais on parle peu du fait qu'en tant qu'homme, on peut aussi avoir moins de désir parce qu'on est devenu père et qu'on est fatigué. Je pense pas avoir moins de désir, c'est surtout qu'on le faisait moins souvent. Moi, mon désir a pas tellement changé. Il y a eu une période difficile où, suite à la grossesse, elle a eu son corps qui a changé, elle était pas à l'aise avec les seins qui changent de forme à l'allaitement, et puis une fois que l'allaitement s'est arrêté, elle a perdu quand même pas mal de poids, elle se plaisait plus. J'avais beau lui faire comprendre que ça changeait rien et que je la désirais toujours, ça marchait plus aussi facilement pour elle. Ça va mieux, elle a repris des formes et elle se plaît plus. Mais ça a été un chemin un peu long et un peu difficile pour elle. Et pour toi aussi, du coup? De fait, elle avait plus tellement envie. Donc c'était un peu frustrant. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as plus développé ta sexualité seule ou pas forcément? Ou t'as juste mis entre parenthèses? Mis entre parenthèses. Parce que j'avais pas tellement de moments à moi pour... Donc t'as juste laissé tomber? J'ai un peu laissé tomber, ouais. Cette phase, elle a duré combien de temps? Elle s'est pas tellement arrêtée. C'est un peu ce qui a mis fin à notre relation, c'est que on s'est un peu isolé. On n'a clairement pas passé assez de temps ensemble. On n'est pas arrivé à réorganiser notre quotidien, à répartir un peu les rôles.
Les torts sont partagés, hein. Moi, j'ai mon fardeau à porter. Mais clairement, ça a été de l'éloignement de plus en plus jusqu'au jour où elle m'a annoncé que elle était plus amoureuse et qu'il valait mieux qu'on s'arrête là, pendant qu'on était encore en bon terme. On va faire un deuxième petit jeu sur ton imaginaire érotique, sexuel. Et du coup, je t'invite à me raconter des anecdotes ou des références, ou vas-y, éclate-toi. Les œuvres qui accompagnent ton imaginaire érotique et sexuel, le livre qui m'excite. Je lis pas autant que je voudrais, mais en fait, rarement des œuvres érotiques, voire pas du tout. Donc j'ai pas tellement... Et tu peux être excité par des œuvres qui ne sont pas volontairement érotiques. Oui, il y en a une qui me vient en tête, mais là c'est plutôt une bande dessinée. Ça compte. Ça s'appelle Jean. J'ai pas eu l'occasion d'aller au bout, parce que j'étais interrompu dans ma lecture et j'ai jamais repris. Mais il y avait une qualité de dessin et puis une vision... l'érotisme là est clairement un thème et un sujet de cette série. Il y avait vraiment un traitement intéressant sur l'érotisme et la sexualité des femmes. Le film qui me fait vibrer. Alors j'ai deux réponses. J'ai une réponse sérieuse et une réponse incongrue. Vas-y. Je commence par la réponse incongrue. Accrochez-vous à vos chaises. Un film en particulier, et c'est Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Alors, t'as évoqué avant ton rapport au costume et à l'univers gothique, donc j'imagine que ça a du sens. Alors là, ça a rien à voir, puisque là, j'aurais plutôt parlé de Bram Stoker's Dracula de Coppola, qui là, en l'occurrence, a une charge érotique. Avec Monica Bellucci, extrêmement sexy. Oui, et pas que. Parce que Winona Ryder est quand même incroyable. Sinon, pour retourner sur des blockbusters, j'avais beaucoup aimé les personnages de Kate Beckinsale dans Underworld et Van Helsing, qui sont pas des grands films, mais c'est des très bons divertissements. Mais on peut comprendre la charge érotique, en effet, parce qu'il y a du costume magnifique. Et c'est des personnages de femmes fortes, et ça me plaît beaucoup. Et donc je reviens à pourquoi Abraham Lincoln, ça a rien à voir avec l'esthétique. C'est un des derniers moments de notre relation longue. Et en fait, on s'était beaucoup éloigné parce que on n'arrivait pas à gérer notre quotidien. Et c'était notre dernier week-end tous les deux. On avait donné notre fille à garder aux grands-parents. Et on a pu avoir notre dernière soirée tous les deux. Je savais pas que c'était la dernière. Mais on s'est regardé un film parce que ce film-là, on l'aime beaucoup tous les deux. Ça nous fait rire. Et il y avait vraiment un moment de complicité retrouvé. Ça faisait plusieurs semaines, peut-être un peu plus d'un mois que on n'avait pas eu de vie sexuelle. Et le sexe qu'il y a eu après était incroyable. C'était beau, c'était tendre, c'était chaud, ça a duré longtemps. Et c'était un super souvenir. Et à chaque fois que tu vas regarder le DVD, maintenant, tu vas avoir une pensée pour ce souvenir. Je l'ai pas revu récemment parce que faut pas non plus en abuser. Mais clairement, là, il y a un souvenir complètement accroché à ce film qui est c'est un bon moment, presque nanardesque, mais c'est un... On aime ça aussi. C'est quoi ta réponse sérieuse? Quand tu as dit qu'il y avait un film incongru et il y avait une réponse plus sérieuse, c'était laquelle? J'ai un petit peu commencé à l'évoquer, c'est pas vraiment un film, mais des personnages de femmes fatales, de femmes fortes. Et j'en ai un en particulier qui me vient pendant la projection de Casino Royale. Je suis tombé complètement amoureux d'Eva Green, qui me rappelle beaucoup ma toute première copine, une espèce de beauté froide. Et en fait, au tout début du film, elle me plaisait pas vraiment, je voyais pas trop. Et au fur et à mesure que le film se déroulait, il y avait de plus en plus d'empathie et quelque chose de fort pour cette actrice. Et vraiment, oui, ça m'a vraiment marqué. L'image qui me donne des frissons de plaisir. La question est très vaste. Ah, mais ça peut être une photo, une scène de film, effectivement. Alors, j'ai un tempérament un peu d'esthète, je l'ai déjà évoqué, et du coup, j'aime beaucoup toutes sortes de choses. Et je suis abonné à plein de pages Facebook de photographes, de modèles, de cosplayers, de gens qui font de la corsetterie, des costumes, etc. Et j'ai pas une photo en particulier, mais quand il y a vraiment un travail exceptionnel qui est fait sur à peu près tous les plans, le modèle est bon,
Le décor est là, le costume est là, il y a une bonne lumière, il y a une ambiance. J'ai souvent un moment où je m'arrête de respirer, j'ai mets quelques secondes à me remettre d'une photo parfaite. Et là, clairement, c'est un plaisir un peu coupable, mais complètement intellectuel, mais ça me fait du bien. Ça me plaît beaucoup. Le parfum qui réveille tes sens. J'ai pas vraiment un parfum. Moi, c'est plus une expérience. Alors, il y a l'odeur de la peau. C'est quelque chose d'exceptionnel. Mais plutôt une expérience de sillage. Quand on croise quelqu'un dans la rue, la respiration qui vient après, une fois de temps en temps, on est un peu transporté comme ça dans un autre imaginaire olfactif, et puis on sait qu'à la respiration suivante, ça aura disparu. Et ce petit moment de plaisir instantané et complètement innocent, ça me transporte, ça me plaît beaucoup. Et la musique qui te met le mieux dans l'ambiance ? C'est un des deux sujets que j'aborde avec une certaine mystique, la musique et le sexe. Et en fait, bizarrement, j'arrive pas tellement à mélanger les deux. Ça me bloque de faire l'amour avec de la musique en fond. J'arrive pas à me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Mais à côté de ça, il y a des musiques qui me font vraiment un effet particulier. Il y a quelque chose dont je fais l'expérience depuis que je suis tout petit, et j'ai jamais mis un mot dessus jusqu'à il y a 2 ans. Ça s'appelle l'ASMR. Ça me parcourt depuis très très longtemps, et j'ai appris que j'étais pas le seul et que ça portait un nom, et j'étais très content le jour où j'ai découvert ça. Et qu'il y a une énorme communauté sur Internet, Oui. et que c'est vraiment lié effectivement à du plaisir presque érotique, sensuel, l'ASMR. Il y a certaines voix, je suis très sensible aux voix quand j'écoute de la musique. Il y a des voix que je supporte pas, même si c'est des artistes reconnus, ça me va pas. Mais il y a des voix qui me font vraiment beaucoup de choses, et notamment toutes les voix un peu jazz, un peu chaudes, un peu caressantes. Si je donne des exemples, ça va être Norah Jones, Bebel Gilberto, Melody Gardot, Diana Krall. Ce genre de voix, ça me met dans un état un petit peu, une certaine ivresse auditive, c'est très agréable. Donc on a parlé de ta relation longue qui s'est finie il y a pas très longtemps. Non, effectivement. Au moment où on se parle, ça fait quelques mois. Ça fait 9 mois. Tu nous as raconté ta dernière fois dans le cadre de cette relation longue, mais est-ce qu'il y a eu une dernière fois ? Et surtout, c'était quand, s'il y en a eu ? Il y en a eu une. C'était pas un super souvenir. J'ai un peu tenté ma chance sur des applis de rencontres, sachant que à l'époque où ma relation longue a commencé, ça n'existait pas. C'était un peu nouveau pour moi, nouveau terrain, et je suis clairement pas à l'aise dedans. Et j'ai eu un contact, une fille qui était très intéressée, et de fil en aiguille, donc on s'est vus, on était à peu près d'accord sur une relation sans engagement, parce que clairement j'ai pas besoin de ça maintenant. Et donc on s'est vus chez elle une fois. C'était quand ? C'était en mai, de mémoire. Et ça s'est pas bien passé. Elle avait une idée très précise de ce qu'elle pensait être bien pour moi, où elle était persuadée de savoir de quoi j'avais besoin, alors qu'elle se plantait complètement. Enfin, avec le recul, j'aurais pas dû y aller parce qu'elle me plaisait pas plus que ça, j'avais juste besoin de tendresse, et clairement, c'était pas la bonne personne. Vous aviez discuté avant de ce que vous vouliez ? Mais c'était vraiment plus les limites, quel genre de sexe, et puis... Et même sur ça, vous vous étiez pas mis d'accord ? Si, on était d'accord, mais il y a se mettre d'accord sur les pratiques et les mettre en pratique. Et clairement, je pensais pas que ça arriverait un jour, mais on avait un imaginaire érotique qui sont à des années-lumière. Elle a toujours, je pense, un imaginaire érotique qui est très calqué sur du mauvais porno. Et moi, ça me bloque. Ça me plaît pas. Le porno en tube, non. ça me va pas du tout. Et clairement, elle en faisait des caisses pour essayer de m'exciter parce que de mon côté, ça marchait pas tellement. On a essayé de bricoler un peu, mais Qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Ça a pas marché. Elle était frustrée que j'arrive pas à maintenir une érection. Elle a essayé un peu de s'occuper de moi, mais c'était tellement brut, presque barbare, que
Moi, le peu d'excitation que j'avais, tout est retombé tout de suite, quoi. C'était Et est-ce que t'as pu faire ce que t'aimes, c'est-à-dire t'occuper d'elle ou pas du tout? un peu, mais elle avait besoin d'être vraiment dans l'initiative et dans la domination de la relation sexuelle. Et elle s'est un peu laissée faire, parce qu'elle voyait que, de toute façon, en pénétration, ça marcherait pas. Je suis pas sûr qu'elle en ait vraiment profité. Et donc, on s'est pas revus parce que clairement, il y avait rien de plus à faire. Comment ça s'est stoppé? C'est-à-dire qu'à un moment, t'as dit non, mais ça marche pas du tout, je m'en vais? Ou est-ce que Il y a un moment où essayé on a continué à discuter, et puis à un moment, il se faisait tard, donc je me suis dit, je vais quand même rentrer et puis dormir dans mon lit parce que là, je voulais pas dormir avec elle. J'y avais pas suffisamment confiance. Je la connaissais pas depuis longtemps et elle était vraiment dans un côté très dominant qui était un peu dérangeant. Ça peut être bien quand c'est bien fait. Et là, clairement, j'avais pas envie de passer plus de temps avec elle, donc t'as fini par dire bonne soirée, je rentre chez moi. ouais. Merci, parce que elle a quand même fait des efforts pour essayer que ça marche, mais faut que je rentre parce que là, ça va pas marcher, quoi. Comment tu analyses ton chemin de la première fois dont on parlait, qui était non pénétrative, mais où tu as pris du plaisir, à cette dernière fois actuellement? Est-ce que tu as le sentiment que malgré tout, ça a évolué, que tu as beaucoup réfléchi, ou est-ce que tu es au contraire sur un chemin logique, en fait, doux de ce que tu es? Je sais qu'il y a eu une évolution. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu une évolution fulgurante. Il y a eu une évolution chez moi, c'est vraiment une prise de confiance. J'étais pas tellement à l'aise avec justement la sexualité pénétrative parce que je l'avais fait peu et c'était encore un peu flou. Tout le process, la position, l'angle, le rythme. En fait, le fait de pas avoir pratiqué, d'avoir eu des longues périodes de pause entre deux partenaires, ça a pas aidé, clairement. Donc avant cette relation longue, j'ai eu 3 relations courtes et qui ont été espacées chacune de entre 6 mois et 3 ans, quoi. Donc c'était pas une acquisition d'expérience très constructive. Et là, cette relation longue, elle a débloqué ça chez toi? Oui, j'ai vu que ça pouvait marcher, il y avait plein de manières de s'y prendre, et des choses aussi basiques que le missionnaire, en fait, il y a plein de manières de faire des variations autour du missionnaire et que ça marche bien et différemment un peu à chaque fois. C'est l'important, en fait, c'est d'être avec quelqu'un avec qui t'as confiance, en qui t'as confiance, et d'avoir l'intention de passer un bon moment. Est-ce que tu as continué à aller sur des applis de dating depuis? Est-ce que tu as essayé de relancer ça avec d'autres gens, de faire d'autres rencontres? Oui, ça marche pas du tout, parce que je suis pas du tout fait pour ça. Je sais pas faire la conversation, parce que je suis quelqu'un de très basiquement timide, et je trouve ça très impersonnel. Il y a vraiment un côté catalogue qui est un peu bizarre. Et puis il y a un problème d'attente, clairement. Les profils que je vois de femmes de mon âge, elles cherchent toutes quelqu'un pour avoir des enfants. Et là, pour moi, c'est plus du tout un sujet. J'ai une fille que j'aime à la folie et c'est très bien. Mais avoir un enfant, ça a été un tel changement, un telle remise en question et beaucoup de sacrifices que j'ai pas envie d'en avoir d'autres, en fait. Donc les gens qui sont dans cette étape-là de leur vie, très bien. Le problème, c'est que c'est 95% des profils. Donc je suis pas au bon endroit au bon moment. Tu as déjà réfléchi à comment tu allais réagir, comment tu allais faire pour la suite? Donc du coup, pas les applis de dating. Tu fais quoi? Tu sors dans des bars ou tu prévois de sortir dans des bars? Tu t'as réfléchi à d'autres manières de rencontrer des gens? Est-ce que t'en as envie déjà? Oui, après j'ai pas une attente qu'on va retrouver facilement chez les autres. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à se caser, à se mettre en couple, à emménager ensemble, et on verra après. Moi, j'ai juste pas envie de ça. J'ai envie d'une relation de tendresse, mais qu'on soit un peu chacun chez soi. J'ai vraiment besoin de me recentrer sur moi et de me redécouvrir. En fait, quand on vit avec quelqu'un, on pense autrement, on fait les choses dans une optique à deux, et on s'oublie un peu aussi. On oublie un certain nombre de ses goûts qui sont pas partagés, d'habitude ou d'envie, et j'ai pas envie tellement de perdre ça. J'ai vraiment envie de retrouver quelqu'un, parce que clairement j'ai besoin de tendresse, comme on a tous besoin de tendresse. Mais j'ai pas envie de trouver quelqu'un pour emménager avec
et repartir sur quelque chose de très classique. J'ai vraiment envie de garder mon indépendance, quitte à être tout le temps l'un chez l'autre, ça c'est pas un problème, mais c'est un peu compliqué à entendre pour beaucoup de gens. Et là, clairement, je sais pas trop quelles sont mes perspectives. Je rencontre des nouvelles personnes. Là, c'est plutôt des amis. J'élargis un peu mon cercle d'amis en allant à des soirées d'anniversaire de ci, de crémaillère de ça. Mais pas vraiment avec un but en tête. J'ai peut-être aussi besoin d'une période de jachère où il se passe pas grand-chose et je pense plus à moi, et quand je serai un peu plus serein vis-à-vis de comment j'envisage le couple, comment j'envisage ma paternité, ce sera peut-être le moment. Mais là, je suis dans un moment où j'ai du mal à retrouver mon équilibre personnel, donc c'est peut-être pas le bon moment. Je crois que c'est un bon conseil à donner à tout le monde, le fait de prendre le temps d'être soi, de savoir ce qu'on veut et de savoir ce qu'on propose à l'autre aussi, avant de se mettre en couple, avant d'avoir des relations sexuelles avec des gens ou même des relations casual avec les gens. Je trouve que c'est plein de sagesse, ton parcours actuellement. Donc je te souhaite que ça se développe, que ce soit beau, que ça avance et que tu rencontres quelqu'un, parce qu'assez clairement, t'as besoin de ça aussi. Merci beaucoup. C'était Première Dernière Fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes de Première Dernière Fois sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.